Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. De nouveaux camions électriques pour ProLater, une nouvelle usine européenne pour BYD dans les cartons et plus de détails sur le ID Buzz disponible en Amérique. La Kia EV6 2025 aura une plus grosse batterie et Chevrolet reviendra avec des hybrides branchables. Vox Pop, quelle voiture vous faites de l'œil actuellement? Laurent Gigon nous parle de la mise à pied de l'équipe de déploiement de Supercharger chez Tesla. Philippe Corbeil nous parle du camion Vincinity VMC 1200 et en grande entrevue, nous parlons avec 3 nouveaux propriétaires du nouveau Blazer EV de Chevrolet. Je vais y aller avec la famille pour les points forts, c'est-à-dire que le confort de ce véhicule-là, je le disais tantôt, là, c'est un divan sur 4 roues. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 174 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour saluer nos nombreux nouveaux auditeurs. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une explosion de nouveaux auditeurs. Les téléchargements continuent à augmenter. Ça témoigne, selon moi, 2 choses. L'engouement pour les voitures électriques, donc les gens qui réalisent que c'est par là que ça se passe. Puis évidemment, le retrait progressif des subventions annoncées met un petit peu de pression pour que les gens fassent le changement tout de suite. Donc, les gens commencent à s'intéresser à tout ce qui grouille autour des voitures électriques. Puis évidemment, notre podcast qui est dédié 100% aux véhicules électriques depuis 8 ans, est vraiment rendu la référence dans le domaine. Je tiens à vous remercier énormément pour le support que vous nous donnez à Silence on roule par vos écoutes, par vos commentaires. Gênez-vous pas si vous voulez nous écrire martin@silenceonroule.com. Vous pouvez aller aussi sur notre site web silenceonroule.com. Il y a un petit bouton là pour nous laisser un message vocal. Vous pouvez également laisser un message ou une question finalement, donc tout ce qui vous passe par la tête, mais tout ce qui est commentaire positif est évidemment le bienvenu. Je vous rappelle que cette émission-là est d'abord et avant tout fait pour vous. On a eu également beaucoup de bons commentaires à propos de notre nouvelle chronique Vox Pop. Donc, depuis le dernier épisode, on a des résultats qu'on vous fait écouter de Vox Pop qui ont été enregistrés lors du Salon du véhicule électrique de Montréal. On a posé plein de questions aux gens et on fait écouter un peu la réaction là, des gens. Donc, vos réactions sur différents sujets. C'est fort intéressant. Il y en aura une, évidemment, encore une fois, dans cet épisode-ci aujourd'hui. Un épisode, ma foi, très bien rempli. Notre ami Philippe Corbeil est allé essayer un petit camion électrique là, qui est disponible maintenant à Saint-Hyacinthe pour les gens qui veulent avoir un petit véhicule utilitaire électrique. Très intéressant. Je vous demande d'écouter ça. Vous ne regretterez pas. On a également la chronique Tesla où, en compagnie de Laurent Gigon, on discute à propos de l'espèce de bombe qui est arrivée dans le monde de Tesla dans les dernières semaines où Tesla a comme congédier l'ensemble de son personnel lié à la recherche et au déploiement des infrastructures de recharge, les superchargers. Donc, quel est l'impact partout, mais particulièrement ici au Québec? Est-ce vraiment inquiétant? Vers où ça s'en va? Donc, vous savez qu'on a un chroniqueur, Laurent, qui a une chronique là, qui s'appelle la chronique Tesla. Donc, évidemment, lui suit de près tout ce qui se passe dans le monde de cette entreprise. Donc, on va avoir ses impressions sur la situation. Manquez pas ça. Et en grande entrevue, on parle avec 3 propriétaires du Chevrolet Blazer EV, un magnifique véhicule qui était très attendu, le Blazer qui est disponible. Et il y a l'Equinox aussi qui s'en vient tout prochainement, qui est très, très attendu. Donc, c'est 2 modèles, les modèles de nouvelle génération de Chevrolet avec la plateforme Ultium, donc des meilleures performances de recharge, évidemment, qui était peut-être le point faible de la Chevrolet Bolt et du modèle qui était le modèle précédent de Chevrolet en tout électrique. Donc, on va avoir leur impression. Ça fait déjà quelques semaines, voire mois qu'ils ont le véhicule et puis ils ont eu le temps de se faire une bonne idée. On va faire une rétrospective des points forts et des points faibles du véhicule. Donc, c'est notre grande entrevue un peu plus tard. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015.
Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La compagnie Motive, un fabricant de camions et d'autobus électriques de classe 4 à 6, a complété la livraison de 55 camions électriques Motive à Purolator, un important fournisseur de solutions intégrées de transport de marchandises, d'emballage et de logistique. Purolator a commandé ses véhicules supplémentaires l'année dernière à la suite d'un projet pilote de 5 camions électriques Motive effectué en 2021. Les nouveaux camions portent à 60 le nombre de camions Motive que Purolator a déployés sur des itinéraires quotidiens à travers le Canada, à Richmond en Colombie-Britannique, à Québec et à Montréal, et également quelques-uns à Vancouver en Colombie-Britannique. Les 5 premiers camions électriques Motive de Purolator livrés en 2021 ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, permettant à Purolator d'atteindre son objectif d'électrification de véhicules et de réduction de ses GES d'ici 2030. Déjà qu'on sait que BYD introduira une usine de fabrication de véhicules chinois en Europe, eh bien, une deuxième annonce d'une deuxième usine vient d'être faite et la première usine de voitures électriques produira annuellement jusqu'à 200 000 véhicules. Le géant automobile chinois travaille sur une version européenne du Seagull EV d'entrée de gamme. La première usine de voitures électriques de BYD en Europe sera en Hongrie, mais l'emplacement d'un deuxième site est encore incertain pour le moment. Le patron européen de l'entreprise confirme vouloir devenir l'un des principaux fabricants de véhicules électriques sur le continent d'ici 2030. Volkswagen a annoncé la structure de l'offre pour le modèle ID.Buzz 2025, disponible en version à empattement long aux États-Unis. La fourgonnette entièrement électrique à 3 rangées sera proposée en 3 niveaux de finition, Pro S, Pro S+, et une première édition de lancement, seulement tout équipé d'une batterie de 91 kWh, bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur l'autonomie. Les caractéristiques standards des roues de 20 pouces et un système d'infodivertissement de 12,9 pouces et un éclairage ambiant de 30 couleurs, ainsi que la fonction Park Assist Plus ont été annoncés. Il y aura également 2 choix de groupe motopropulseur, 292 chevaux, soit 210 kW pour le modèle à propulsion arrière et à traction intégrale 4Motion avec une puissance de pointe de 335 chevaux ou 250 kW. Cependant, toutes les versions ne bénéficieront pas de l'option All-Wheel Drive. Le Pro S n'est qu'à propulsion. Les détails ont été annoncés sur la nouvelle Kia EV6 édition 2025. Elle aura une plus grosse batterie, une image renouvelée et un lecteur d'empreintes digitales. Le multisegment électrique a été remodelé et ajoute également des boutons supplémentaires pour les sièges chauffants et la ventilation. L'élégant multisegment EV6 vient de subir toute une mise à jour de mi-parcours qui inclut une plus grosse batterie haute tension ainsi qu'un design extérieur révisé et quelques améliorations additionnelles. Il a été présenté en Corée du Sud et en Australie. On n'a toujours pas de détails sur les modèles américains, mais nous nous attendons que pour la plupart, sinon la totalité des nouveautés, soient disponibles également ici en Amérique. La nouvelle la plus intéressante est la nouvelle batterie lithium-ion de 4e génération qui peut emmagasiner 84 kWh d'énergie contre 77,4 offerte par l'unité haut de gamme actuelle. Après avoir abandonné les hybrides rechargeables aux États-Unis il y a quelques années avec la disparition de la Chevrolet Volt de 2e génération, GM fait maintenant marche arrière suite à la nouvelle réglementation fédérale sur les émissions des véhicules et un marché américain inquiet face à la demande inégale des véhicules électriques. Les premiers modèles hybrides rechargeables vendus en Amérique du Nord seront disponibles chez les concessionnaires en 2027, a déclaré le PDG de GM, Mary Barra, dans une entrevue accordée au Detroit News.
La même année que l'entrée en vigueur des nouvelles règles de réduction des émissions d'échappement. Coïncidence? Absolument pas. Bien sûr, GM n'abandonne pas les projets de véhicules entièrement électriques. La Chevrolet Equinox électrique est disponible chez les concessionnaires aux États-Unis, tout comme le pick-up Chevrolet Silverado EV qui sera bientôt disponible d'ici la fin de l'année, ainsi que les modèles plus luxueux de Cadillac. La Chevrolet Bolt EUV renaissante sera également disponible chez les concessionnaires. Mais pour le moment, il semble que suite au changement de réglementation, l'appétit des Américains pour les véhicules tout électriques a diminué ces derniers mois et le constructeur automobile a donc modifié sa stratégie. Barra n'a pas caché que l'introduction d'hybrides rechargeables sera là, tout en continuant de développer son portefeuille de véhicules électriques et tout, le tout est purement, selon elle, une question de réglementation. Le Canada étudie la possibilité d'ajouter des droits de douane plus élevés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine à la suite des récentes hausses tarifaires importantes des États-Unis sur ces importations. Le ministre du Commerce, Mary Ng, lors d'un entretien téléphonique depuis le Pérou où elle participe au Forum sur la coopération économique Asie-Pacifique, a déclaré « Nous examinons cela très attentivement et nous entretenons un constant dialogue avec nos partenaires américains », comme le rapporte le Bloomberg News. Hyundai a annoncé l'arrivée imminente en Amérique de la Hyundai Ioniq 9. La Ioniq 9 sera un VUS à 3 rangées. Le concept Ioniq 7 représente un empattement de 126 pouces, soit 4 pouces de plus que la Kia EV9 de production. Cependant, la production de la Ioniq 9 pourrait être différente de son homologue Kia. Comme le Palisade, la Ioniq 9 devrait s'orienter vers un look élégant haut de gamme par rapport à la EV9 qui est une aventureuse plus carrée. L'empattement long et le plancher plat devraient permettre un intérieur plus spacieux. Le concept Ioniq 7 de Hyundai présentait les caractéristiques radicales telles que les portes d'autocar à charnière arrière, un intérieur de type salon avec un canapé en forme de L et un haillon entièrement vitré. Cependant, selon certains espions, la Ioniq 9 laisse entrevoir un VUS beaucoup plus conventionnel, sans aucune de ses caractéristiques. Cependant, certains éléments du concept, comme l'éclairage paramétrique de pixels de Hyundai et l'accent mis sur les matériaux durables, devraient être mis en production. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. La chronique de Laurent Gigon cette semaine se fait en duo. Ma foi, c'est une nouvelle approche, mais ça va être intéressant. Bonjour Laurent. Bonjour Martin. Comment ça va? Ça va super bien, content de te parler et d'autant plus qu'on a une chronique, ta chronique Tesla, mais aujourd'hui, on va plutôt mettre le focus sur un sujet en particulier. Je te laisse le présenter, tiens. Oui, en fait, c'est une réunion d'urgence qu'on a fait, toi et moi, sur le dossier des superchargeurs, le dossier superchargeur de Tesla. On pensait que c'était comme sur un rail, que Tesla développait des superchargeurs, que la norme de connecteurs NACS allait se propager à travers toute l'Amérique du Nord pour le meilleur, jusqu'à ce qu'on apprenne cette bombe qui arrive et qui est tombée et qui nous apprend que Tesla, en fait, a décidé de liquider 500 personnes du programme de superchargeurs, en fait, de gens qui sont pas seulement des hauts placés, mais aussi des employés du réseau. Des gens de superchargeurs. Presque, je dirais terrain. Il faut faire attention au terrain parce que souvent, Tesla passe à contrat le travail d'ingénierie, pas le travail d'installation des bornes sur le site, mais les gens qui trouvent qui cherchent les sites, qui négocient les ententes, tous ces gens-là font partie de l'équipe d'infrastructure de Tesla puis ont été touchés. Moi, j'ai su qu'ici, au Québec, là, il restait
plus grand monde dans la boîte, pour pas dire plus personne du tout, même plus de numéro de téléphone, là, ça répondait même plus au numéro. C'est quand même c'est surprenant. C'est surprenant, d'autant plus que la stratégie de Tesla a toujours été axée sur un réseau riche, abondant et fiable. C'est une stratégie que tu comprends, toi, Laurent? Non, je la comprends pas, mais en même temps, je la comprends. Alors, il y a deux choses. C'est un petit peu Mr. Jekyll et Dr. Hyde. On sait pas. Bon, faut dire premièrement que Tesla est une entreprise qui se comporte encore aujourd'hui comme une start-up. Et la raison à ça, elle s'appelle Elon Musk. Et lui, ça fait à peu près 2 ans qu'il a défocusé et qui travaille beaucoup sur le réseau Twitter qu'il a racheté pour le transformer en X. Et donc, la communauté Tesla, dont on considère qu'on fait partie, s'est trouvée un petit peu, pas frustrée, ben oui, frustrée, on peut le dire, par le fait qu'on sentait qu'il n'était plus là, on sentait qu'il n'était plus à ses dossiers. Puis, bon, maintenant qu'il s'en est pris à Twitter, qu'il l'a racheté, qu'il a lutté pour la liberté d'expression, alors on en pense qu'on en veut, je ne vous donnerai pas mon opinion parce que de toute façon, elle vaut pas plus que mon opinion, mais on se retrouve dans une situation où on est en mode rattrapage. Et là, aujourd'hui, on dirait que Elon Musk est allé un petit peu dans les dossiers et qu'il a regardé le dossier superchargeur, puis d'un seul coup, il s'est réveillé, puis il a dit, ah, mais non, non, ça marche pas du tout comme ça, c'est pas du tout l'optique de Tesla. Et c'est un peu particulier parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des gestionnaires. En fait, c'est un CEO, donc on ne s'attend pas à avoir des CEO qui travaillent comme ça. D'un autre côté, je tiens à rappeler qu'en 2018, Elon Musk dormait sur le plancher de l'usine qui allait produire les modèles 3. Et beaucoup de gens disaient, mais ça n'a pas d'allure, on gère pas. Quand on est CEO d'une grosse entreprise comme ça, on ne dort pas sur le plancher. Si on dort sur le plancher, c'est qu'on a mal calculé ses affaires. Bon, finalement, il travaille à sa façon, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris de mauvaises décisions au final, puisque le modèle 3 est un succès. Tout à fait. Alors, je pense que là-dessus, on ne veut pas. Donc, j'irai pas dans le sens de juger des décisions d'Elon Musk parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est en dehors de la boîte. Là, il pense en dehors de la boîte, puis il a toujours été comme mais ça. Laurent, quand tu disais tout à l'heure, là, Elon a regardé comment ça se passe au niveau du déploiement des infrastructures et puis dire, oh non, c'est pas comme ça que je veux ça. Qu'est-ce qui clochait selon lui? Quelle était sa vision et quel était l'écart entre ce qui se faisait sur le terrain et la vision qu'il avait? On peut rapidement rentrer dans la spéculation et parce qu'il y a très peu d'informations qui a filtré de la part d'Elon Musk. Il y a eu 2 tweets là-dessus et je peux les lire, les 2 tweets. Il y en a un du 30 avril qui dit, à la suite de l'annonce des 500 personnes qui sont congédiées, Elon Musk tweet en disant Tesla prévoit toujours de développer le réseau de superchargeurs, mais à un rythme plus lent pour les nouveaux emplacements et en se concentrant davantage sur une disponibilité à 100% et l'expansion des emplacements existants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il essaie de faire du contrôle de dommages en se disant, bon, OK, on a licencié 500 personnes, mais on va continuer quand même à avoir un réseau, à l'entretenir. Mais la croissance du réseau telle qu'elle était prévue à l'origine va être un petit peu réduite, va être plus lente, OK? Et on va s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, c'est comme je dirais, une restructuration, quelque chose qui va restructurer un réseau existant. Le problème, tu l'as dit, Martin, c'est qu'il y a d'un seul coup plein de personnes qui répondent plus. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Il y a Kyle Corner de Art of Spec, qui est un Américain qui travaille beaucoup sur les véhicules électriques, qui fait des chroniques là-dessus, qui disait carrément que les courriels ne répondaient plus. C'est-à-dire que tu envoies un courriel à une personne avec qui tu es en train de travailler pour un déploiement de projet et la personne, et puis là, il n'y a pas de transfert qui a été fait, il n'y a plus personne. Et ça, pour des entreprises partenaires de Tesla, parce qu'il y en a beaucoup, on va le rappeler, hein, le projet de la norme NACS, du connecteur Tesla pour tous les véhicules électriques en Amérique du Nord, la plupart des marques y ont adhéré. Et là, bon, elles ont quand même besoin d'avoir un petit peu de feedback. Et là, il n'y en a plus de feedback. Donc, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Donc c'est un petit peu un problème. Le 10 mai,
Ouais. Elon Musk refait un deuxième message. Puis, encore une fois, c'est vraiment les seules communications qu'il a fait à ce sujet-là. Elle dit juste pour réitérer, je cite, Tesla dépensera bien plus de 500 millions de dollars pour étendre notre réseau de superchargeurs afin de créer des milliers de nouveaux sites chargeurs, de nouveaux chargeurs cette année. On parle de chargeurs ou de sites, là, parce que précédemment, il disait qu'on était plutôt pour bonifier les sites existants plutôt que d'en créer des nouveaux. Donc, on comprend que sur des sites qui ont, par exemple, une vingtaine de stalls, on veut monter ça à 40 stalls, par exemple. Exactement, ça se fait. Puis d'ailleurs, c'est bizarre, encore cette fin de semaine, j'ai remarqué qu'il y avait certains sites où il y avait des V2 et des V3 qui étaient mélangés. Donc, on sent ils rajoutent des stalls à des sites qui sont déjà existants, mais moins de nouveaux sites en réalité de ce qu'on peut comprendre. Et il parle quand même, et ça, c'est un peu le message sous-jacent, c'est que, ben oui, ça coûte cher, hein, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça m'amène au point suivant. Est-ce que, en regardant les livres, il se dit pas, et là, c'est de la spéculation, hein, mais est-ce qu'il se dit pas, ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça devrait nous coûter? Et peut-être que d'amener les autres fabricants à la norme à la norme de connecteurs pour pouvoir utiliser le réseau de superchargeurs, donc les autres marques de véhicules électriques, dans un marché qui aujourd'hui est un peu plus difficile pour les ventes de véhicules électriques, peut-être que finalement, Elon Musk se dit, ben, on va déléguer un petit peu, c'est un petit peu aux autres de faire le travail que nous, on a lancé. Et peut-être qu'il a un peu changé son fusil d'épaule en se disant, ben, nous, il n'y a plus de demande illimitée pour les véhicules Tesla. On sent que c'est pas que ça s'essouffle, mais on est dans une phase un petit peu intermédiaire. Et là, d'un seul coup, ouvrir notre réseau à d'autres marques qui vont venir nous compétitionner au niveau des véhicules, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Rajouter à cela que Elon Musk est très, très focusé en ce moment sur l'intelligence artificielle et donc la conduite autonome. Donc, peut-être que une restructuration des ressources et finalement des dépenses c'est beaucoup plus sur l'intelligence artificielle et la conduite autonome plus que sur le réseau de superchargeurs. C'est mon hypothèse. Oui, tout à fait. Laurent, le temps file, il va falloir conclure, mais j'aimerais ça qu'on le fasse en regardant un peu là, les perspectives d'avenir. Donc, au moment où on se parle, au Québec, l'équipe de déploiement de superchargeurs n'est plus là. Les sous-contractants qui installent ou qui installaient des bornes pour eux sont en attente. Dans certains cas, sont en attente pour se faire payer certains travaux qui étaient commencés, puis de voir qu'est-ce qui arrive pour la suite pour les autres qui étaient prévus. Mais réalistement, on ne peut pas penser qu'il ne se passera plus rien. Je veux dire, peut-être que l'équipe va être moins grande, peut-être que ça va rebrasser. Mais quelqu'un qui aujourd'hui s'achète une Tesla, qui vient de se l'acheter ou qui va se l'acheter, devrait-il avoir peur? Ou dans un futur prochain, on peut espérer qu'il va y avoir une reprise en charge et une relance où on va simplement attendre que les autres entreprises installent des chargeurs NACS pour combler nos besoins? J'en doute, là, Tesla a quand même plus de vision que ça. J'en doute. Puis, il faut quand même dire que le réseau superchargeur en Amérique du Nord est vraiment très dense. Je sais que, au Québec, il y a des endroits où ça manque un petit peu, mais le réseau est quand même relativement dense. Il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. J'ai encore fait un trip la semaine dernière aux États-Unis. Vraiment, la plupart des stalls étaient disponibles, tout fonctionnait. Il y a vraiment, c'est un réseau qui est vraiment extrêmement robuste, très disponible. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu actuellement pour les véhicules Tesla. Pour les autres véhicules, je ne le sais pas. Honnêtement, qu'on ait une norme NACS pour tout le monde, je trouve ça excellent. Je trouve que le connecteur NACS est le meilleur connecteur qu'on puisse avoir pour tous les niveaux de charge et particulièrement pour les niveaux 3. Mais comment ça va se développer? Qui va développer les choses? Quelle va être la proportion dans l'expansion du réseau de recharge rapide de Tesla par rapport aux autres marques? Ça, je ne le sais pas. Et franchement, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Et comme tu l'as dit, Martin, il y a cet inconnu, on ne le sait pas. La plupart des gens qui travaillent avec Tesla aujourd'hui se demandent s'ils vont être payés, mais quand est-ce qu'ils vont être payés? Puis
est-ce qu'ils ont vraiment le goût de continuer de travailler avec Tesla puisqu'il n'y a pas vraiment de stabilité? Alors, c'est beaucoup de questions qui sont en suspens à l'heure actuelle. Ça ne m'inquiète pas pour l'ensemble du parc de véhicules électriques puis le réseau d'infrastructures, d'autant que Tesla a des accords avec le gouvernement américain. Donc, ils ont reçu quand même, ils ont signé des contrats pour l'utilisation, le déploiement des réseaux de superchargeurs. Donc, c'est crucial et on s'en aperçoit. Aujourd'hui, Tesla a le meilleur réseau de recharge rapide en Amérique du Nord et de loin. Donc, je trouve que ça serait se tirer dans le pied que d'arrêter tout ça. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Maintenant, reste à savoir comment ça va s'articuler dans l'avenir. Et là, on ne peut que spéculer. Mon cher Laurent, le temps est écoulé, mais je te remercie quand même pour cette brillante analyse. Et puis, je suis persuadé que dans une prochaine chronique, s'il y a des développements, tu sauras nous tenir au courant de tout ça dans ta chronique. Je vais laisser traîner mes oreilles un petit peu à droite et à gauche pour amener de l'information. On y compte bien. Laurent Gigon, merci beaucoup. Merci Martin, à bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Plusieurs l'attendaient avec beaucoup d'enthousiasme. C'est la plateforme Ultium de GM qui permet à de nouveaux modèles de véhicules d'arriver avec, ma foi, des caractéristiques passablement différentes de ce qu'on était habitué de voir sur les véhicules électriques GM des générations précédentes. Et aujourd'hui, on va focusser principalement sur le Blazer EV. Et pour en parler, j'ai avec moi 3 invités qui sont des propriétaires de ce magnifique véhicule. Le premier invité, Jean-François Arsenault. Bonjour Jean-François. Bonjour Martin. Le deuxième, Alain Bernard. Bonjour Alain. Bonjour Martin. Et le troisième, Miguel Chrétien. Bonjour Miguel. Bonjour Martin. Donc, vous êtes 3 propriétaires de Blazer EV. Je vais commencer avec toi, Jean-François. Est-ce que c'est ton premier véhicule électrique et sinon, lequel avais-tu avant? En fait, c'est mon deuxième. Jusqu'à tout récemment, j'avais un Bolt EUV que j'avais acheté en mai dernier, soit en mai 2023. C'est un véhicule que j'avais acheté en attendant d'obtenir là, que ce soit ou bien un Blazer ou un Equinox. Le premier que j'ai pu me procurer, c'est bien évidemment le Blazer. Alors, c'est ce qui explique mon dernier achat. Excellent. Toi, Alain, de ton côté? Même chose, j'avais un Bolt EUV 2022. Ma conjointe a une Bolt EV 2020. Donc, on connaît bien le produit GM, le produit Chevrolet. Puis, bon, on attendait qu'il y ait quelque chose de plus gros qui arrive. Puis, finalement, c'était soit l'Equinox ou le Blazer, nous autres aussi. Et c'est le Blazer qui, finalement, qui est arrivé en premier. Excellent. Et finalement, Miguel, toi? Moi, c'est mon deuxième. Juste avant, j'avais le Kona de Hyundai 2022. Donc, deuxième véhicule électrique pour moi. OK. Et toi, mes premiers GM dans ton cas, donc... oui, exact. Puis c'est intéressant qu'on ait les deux, là, donc certains qui ont eu le Bolt. Il y a beaucoup de gens qui ont des Bolt. Hein, c'est un véhicule très populaire. Puis beaucoup de gens, quand ils aiment un véhicule, veulent rester dans la marque, d'être capable de faire le comparatif entre les deux. C'est intéressant. Mais c'est aussi intéressant de savoir ce que la concurrence, pour quelqu'un qui est habitué avec du Kia ou peu importe, du Hyundai, puis qui s'en va ou qui pense aller vers GM, de voir un peu ce qui est disponible. On va y aller comme ça, tranquillement, pas vite. Donc, ma première question, c'est, puis vous l'avez abordé un peu, on sait que l'Equinox s'en vient aussi, qui est, je ne sais pas si je fais de l'abus en disant que c'est comme un petit Blazer. En fait, il ressemble beaucoup là, physiquement, mais il va être un peu plus petit. Pourquoi aller vers le Blazer et pas attendre l'Equinox? Est-ce que c'était la taille du véhicule qui était important pour vous, Jean-François, toi?
Dans mon cas, mon premier choix, là, d'emblée, c'était l'Equinox. Ce qui a fait pencher la balance pour le Blazer, mais c'est la diminution en fait annoncée des subventions pour 2025. Donc, tu as accéléré ton acquisition. Exactement. Puis le prix affiché, le prix prévu pour le Blazer a baissé ces derniers mois avec certains rabais qui étaient offerts par GM. Alors, la différence de prix a fait pencher la balance pour un Blazer, puis l'obtenir immédiatement. Miguel, toi? Ben moi, en fait, ce qui m'a fait choisir vraiment le Blazer, c'était au niveau de la baisse de prix et l'accessibilité, parce qu'on le voit là avec l'Equinox, c'est un peu moins accessible. Et au niveau de la grandeur, ben ça, c'était vraiment plus mon choix à ce niveau-là. Donc, ça a vraiment été là. Puis ce qui m'a vraiment convaincu, c'était la baisse de prix. Sinon, j'étais encore hésitant là, avec l'Equinox, pour être franc. Mais ton idée était faite d'aller vers GM et de quitter... Oui. Ben, aussitôt qu'ils ont ouvert les premières listes d'attente là, en précommande, moi j'avais placé mon nom, mon dépôt, là, puis on était censé me rappeler dans 3 ans. Finalement, 1 an plus tard, c'était fait, c'était livré. Là. Alain, toi, tu as parlé de la taille, c'était quelque chose qui était important. Est-ce que tu savais bien sûr que le Blazer serait plus gros que l'Equinox? Si les deux avaient été disponibles en même temps, serais-tu quand même allé vers le Blazer? Probablement. Je me déplace souvent avec un chien, donc c'est important d'avoir de la place dans le cargo à l'arrière. Mais aussi, je dois avouer que quand je me suis assis dans le Blazer, pour moi, c'est un coup de foudre. L'intérieur de ce véhicule-là m'a séduit tout de suite. Puis, je pensais plus du tout à l'Equinox quand je me suis assis dans le Blazer. Ben écoute, tu m'ouvres une belle porte, puis je vais y aller tout de suite avec toi pendant que tu en parles. On va parler du look, là, puis look autant extérieur, là, de ce qu'il a de l'air, mais également intérieur et de la finition. Effectivement, quand on s'assoit dans ce véhicule-là la première fois, c'est qu'on se dit, OK, on n'est plus d'une Bolt. Là c'est clair que tu n'es pas dans une Bolt. Ça a été revu de bord en bord, mais parle-nous donc justement là, du look puis de la finition de ce véhicule-là, parce que tu as eu une Bolt UV, puis ta conjointe a une Bolt V, donc tu es vraiment habitué avec les véhicules de la gamme. Là. Absolument. Puis, si on commence par l'extérieur, je trouve que pour un véhicule électrique, c'est un des rares qui ressemble à un char, un beau char sport, un beau VUS sport. Donc, je trouvais que l'esthétique extérieure c'était sans faute. Je trouvais ça fantastique. Lorsque je me suis assis en dedans, moi, le mien, c'est un RS all-wheel drive, l'intérieur noir. Là. Je trouvais que ce véhicule-là était confortable, beaucoup de dégagement pour les épaules. C'est sûr qu'on est habitué dans une Bolt. Oui, tu es à l'autre extrême. Là. Absolument. Le confort du siège de la Bolt, c'est pas sa force. Ouais, l'arrangement des écrans, je trouvais vraiment là, que on était ailleurs, puis c'était ce que je recherchais. Dans ce véhicule-là, il semblait, en tout cas, quand je me suis assis dedans la première fois, y avoir tout ce que je n'avais pas dans une Bolt. Même si j'étais très satisfait avec ma Bolt. Oui, puis c'est rien contre la Bolt, mais évidemment, c'est une génération plus récente de véhicules, puis aussi, il faut le dire, c'est une gamme un peu plus haute, là, donc évidemment, on s'attend à voir quelque chose de différent, mais le choc positif, et en tout cas, pour ma part, a été assez grand. Jean-François, toi, est-ce que tu partages les avis d'Alain là-dessus? Ben, je me reconnais énormément dans ce qu'Alain vient de mentionner, c'est-à-dire qu'au moment de l'essai chez le concessionnaire, ça a été le coup de foudre moi aussi. J'étais hésitant, comme je le mentionnais préalablement là, pour un Equinox. Aussitôt assis dans le Blazer, OK, on est ailleurs. Puis lorsque l'essai routier s'est terminé, le représentant des ventes à mes côtés m'a dit « Puis, comment tu trouves ça? » J'ai dit « Ben écoute, aussitôt que tu en as un disponible, je vais te le prendre. » Le magasinage était fini assez rapidement dans mon cas. Puis au final, j'ai acheté le modèle, j'ai acheté le même véhicule que j'ai essayé à ce moment-là, alors ça a été assez rapide. Les sièges, à quel point on est capable de les ajuster pour être bien, pour être confortable à l'intérieur, l'espace, comme tu le mentionnais. Puis, détail qui, en apparence, peut être ridicule, mais que dans mon cas, j'adore énormément, c'est l'espace sur le côté de la fenêtre. Tu sais qu'on accote son bras gauche sur le côté de la fenêtre. Il y a de l'espace en masse pour s'accoter dans cette voiture-là, un peu partout. C'est vraiment... c'est un salon sur 4 roues, au final. C'est un beau petit salon. Miguel, je te demande évidemment ton avis sur ce sujet-là, mais parle-moi un peu de la qualité, de la finition dans le véhicule. Souvent, les gens vont dire, une belle finition, c'était peut-être un peu plastique, un peu cheap. Comment tu qualifierais la qualité de la finition intérieure du véhicule? Je dirais au niveau de la finition, ce que j'ai vraiment apprécié, mon point positif, c'était au niveau du confort des bancs. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas les bancs en cuir, il y en a qui aiment ça. Ben là, on avait un petit peu des deux avec un simili-cuir, le tissu aussi au milieu. On a les bancs ventilés aussi là-dedans, mais bref,
Au niveau de ça, j'avais rien à dire. Au niveau de la qualité, il y a peut-être, le port de rangement entre les deux bancs en avant. De mon côté, ça va un petit peu moins bien. Là. Je suis en discussion avec le concessionnaire pour ça, mais sinon, pour le reste, côté reste visuel, tout ça, je pense que c'est un niveau de plus au niveau ergonomique et visuel. J'ai rien à rajouter là-dessus. Là. On a abordé rapidement, mais c'est important, le volet confort. Puis le volet confort, il y a beaucoup de gens qui reprochaient ça à la Bolt, qui disaient la Bolt est une voiture fantastique, mon seul regret. Puis là, je fais abstraction de la technologie qui touche toute la recharge de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui ne recharge pas vite, mais la plupart des gens étaient quand même au courant de ce qu'ils achetaient quand ils l'achetaient. Mais le confort, souvent, les gens disaient « ouais ». Ils les ont améliorés avec les nouvelles générations, puis effectivement, ils sont un peu mieux qu'ils étaient. Mais rassurez-moi, on n'est plus dans le même game de banc. Là. Je te donne la parole tout de suite, Alain. Je te vois lever la main. Là, vas-y, ouais. C'est parce que je ne sais pas si mes deux collègues ont la même idée que moi. On a beaucoup parlé des bancs avant, je pense, là, dans nos 3 commentaires se rejoignant là-dessus. Par contre, les bancs arrière, il y a une petite bourrure là, en bas, là, juste à la base du dossier, qui n'est pas évidente. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont essayé ça en arrière. Moi, je pense que là, dans le fond, je pense que ce qui passe, c'est vraiment la bourrure où est-ce qu'on peut attacher les ceintures et les ceintures aussi de sécurité pour les sièges pour bébé. C'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires à ce niveau-là parce qu'elle a tendance à ressortir plus, ce qui fait qu'on a le bas du bassin vraiment un peu plus croche. C'est exactement ça. OK, c'est un élément intéressant quand même à l'avoir en tête. On va parler complètement d'un autre volet maintenant, qui est l'autonomie du véhicule. Évidemment, il n'y a personne qui l'a depuis une année. Je ne vous ai pas demandé depuis combien de temps vous l'avez. Est-ce qu'il y en a qui l'ont eu pendant l'hiver? Vous allez me dire qu'on n'a pas eu d'hiver, mais quand même, non, vous l'avez eu dans les dernières semaines. Là, ça fait un mois à peu près jour pour jour de mon côté. Toi, Jean-François? Pas Jean-François, Alain, excuse-moi. Moi, c'est un mois, environ 4000 km de roulé. Toi? Moi, 6 semaines, 7500. OK. Fait que on s'entend que personne ne l'a testé dans des situations hivernales intenses. Fait qu'on va parler, là, puis pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, donc on parle un printemps, là, puis même au moment où on enregistre, on est encore dans le printemps, mais on a des températures d'été là, avec des températures qui avoisinent les 30 degrés Celsius actuellement. Mais si on parle de l'autonomie, là, autour de 20 degrés Celsius, là, ça ressemble à quoi de votre côté? Je vais commencer avec Jean-François. Peut-être 500 km, je dirais, de mon côté. Messieurs, vous autres, c'est-tu la même chose? Autour de 500? Moi, de mon côté, j'ai le RS All-Wheel Drive. Donc, moi, l'autonomie à 100% est à 450. OK, parce que toi, toi c'est propulsion? Moi, j'ai un LT All-Wheel Drive, mais je regarde les projections là, sur le véhicule en ce moment, puis je suis davantage autour de 500 que le 449 initialement annoncé. Là. OK. Puis toi, Alain? Et moi, c'est la même chose. Puis en fait, j'ai aucun doute que ce véhicule-là, de la façon que je la conduis, ma voiture, que je vais dépasser ce qui est annoncé par le constructeur. Ouais, quand ça va faire une couple de jours là, qui fait doux, là, puis que... Non, je l'ai déjà. Déjà. OK. Ah oui. OK, donc l'autonomie est bonne. Évidemment, autonomie, c'est la batterie. La batterie, l'autre élément important, c'est comment ça se comporte lorsqu'on va recharger ce véhicule-là. Premièrement, allons-y par étapes, à la maison, donc c'est un chargeur embarqué de combien de kilowatts? Est-ce que c'est un 6, un 11? Combien de kilowatts le chargeur embarqué? Je ne me trompe pas, c'est un 11. C'est un 11? OK. Et quand on va maintenant à une borne rapide, puis c'est le fun parce que tantôt, Jean-François est arrivé au début, il dit, excuse-moi, je suis allé faire un essai, il y a une borne rapide pas loin, puis je suis allé à brancher pour faire un test juste avant d'arriver. Fait que je sais que toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que ça a donné ton test? Puis tu n'étais pas dans des conditions optimales, tu étais encore au-delà de 50 % de batterie. Puis... Effectivement, j'étais à 50 %. Je suis resté branché peut-être 5 minutes seulement. C'était pour un test tout simplement. Je suis allé chercher 124 kWh. 124, OK. Puis vous autres, avez-vous fait des tests semblables? Ça a donné quoi? Oui, bien justement, tantôt, je me suis branché puis je tournais pas mal autour du 124. En haut de 65, là, ça a commencé à descendre à 95 kWh. OK, quand même. C'est quand même aux alentours de 100 kW. Ouais. Puis j'imagine, Alain, de ton côté, ça ressemble à la même chose? Bien, c'est la même chose. J'ai eu seulement qu'une expérience de branchement dans une borne de recharge rapide. Puis c'était aux alentours de 100 quelque chose, moi aussi.
OK, ben c'est quand même. Là, on est vraiment ailleurs que les gens qui sont habitués avec la Bolt, qui dans des bonnes conditions peut atteindre autour de 50. Puis dès que tu dépasses le 50-55 de charge, ça se met à dropper. Et là, ça, c'est les bonnes conditions qu'on décrit là. S'il fait moindrement froid l'hiver, c'est encore plus anémique que ça. On est vraiment ailleurs. Et dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une voiture pour laquelle on a quand même la possibilité également de faire un préconditionnement de la batterie. C'est-à-dire que si on lui dit où on va se charger, le véhicule va commencer à préparer la batterie pour qu'elle soit thermiquement à une température qui va favoriser une recharge à une plus haute intensité. Donc, techniquement, cet hiver, puis on pourra se reparler à ce moment-là, mais vous risquez d'avoir quand même de l'agrément encore plus si on la compare, pour ceux qui avaient des Bolt, en tout cas, là, si on la compare aux Bolt. Là, ça devrait être intéressant. Grosse différence. Oui, c'est vraiment... On néglige souvent cet aspect-là, mais sur des longs déplacements l'hiver, ça peut faire toute une différence. Si je vous pose la question maintenant, il y a deux trims, en tout cas, moi, que je me trompe, là, sur le véhicule, le LT, le RS, actuellement. C'est quoi les grandes différences? Donc, quelqu'un qui hésite, puis quoi, il y a à peu près 7 000 $, de différence entre les deux trims. Là. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais en avoir pour mon 7 000 $? Quelqu'un qui le paye, les 7 000 $, il y a quelqu'un qui en a un RS, hein? Toi, tu as un RS. Oui. Les deux autres, vous avez des... toi aussi, tu as un RS. OK, donc 2 RS et un LT. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans vos RS qu'il n'y a pas dans le LT? Là, vous allez me parler des lumières. Je vais te donner la parole, Miguel. Il y a des lumières dans le... ajustables, des couleurs de lumière. Ouais. De ce que je suis au courant, c'est vraiment au niveau de la personnalisation à l'intérieur. On a accès à plus d'options. Il y a un mode aussi de lumière ambiante qui appelle, mais ça va juste venir affecter les lumières dans la ventilation. Pour le reste, je ne suis pas super au courant, pour être très franc, avec le modèle de base. Ben, le modèle de base a des pneus plus petits, premièrement. Hein? Je pense qu'il y a des pneus 19 pouces. Effectivement, des 19. Oui. Puis la grille, il y en avait une différente. La aussi. Grille, effectivement, tu as les miroirs puis la grille qui sont de la même couleur que l'auto dans le LT, alors que dans le RS, tu as des... tu appelles ça du gloss black, là. Tu as comme une autre couleur dans les miroirs puis tout ça, puis la grille. Tu as les miroirs automatiques. Tu as le heads-up display aussi, si je ne me trompe pas, que sur le RS que tu n'as pas dans le LT. Donc, toi, tu n'as pas le... Non, j'ai pas ça. OK. Donc... Pour savoir, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine, ben les options, ce qu'on vient de décrire là, c'est ça qui doit faire partie de l'équation. Oui, Alain? Ben, je dirais, je viens d'entendre parler du heads-up display. Achetez pas le RS pour le heads-up display. Pour moi, c'est une petite déception. C'est pas... j'ai déjà eu des heads-up display dans d'autres véhicules avant. Celui-là, il était un petit peu, je le trouve, un petit peu brouillon. C'est pas la grosse affaire. OK. C'est pas le feature le plus sexy du véhicule. Non, je dirais que je suis en négociation pour l'éteindre. Ah ouais? avant longtemps, il y a des chances là, qui disparaissent parce que ça n'apporte pas grand-chose. Puis, il y a une question, là, je ne sais pas si... je pense que c'est Jean-François qui a un RS aussi. Il y a une question dedans. C'est Miguel qui en a. Miguel, OK. Ben, c'est la façon que l'information est présentée, l'angle de l'affichage, c'est un petit peu fatigant. Et ça, je suis quand même curieux parce que moi, ça se modifie l'angle. Donc, j'ai été capable de le positionner quand même dans le cadrage qui permette. J'ai été capable de le positionner à un endroit où est-ce que moi, je préférais l'avoir, le heads-up. La hauteur, oui, mais pas l'angle d'affichage. Je veux dire. De gauche à droite? Non. C'est parce que l'écriture, là, les lettres, là, ont l'air à pas être comme à 90 degrés devant nous autres. Ils ont l'air comme un petit peu... au lieu d'être comme ça, ils sont un petit peu en angle. Là. C'est dur à expliquer, là? Ah, moi, j'ai pas ce problème-là. Ils sont vraiment en droit. Ah non? Ouais. Ah, ben là, tu viens me mettre un doute. Ah, il faut voir qu'il y en avoir un autre chez le concessionnaire pour... Peut-être que c'est la tienne qui a un bug. Absolument, regarde ça, je te le montrerai. Le silence en rôle aura servi à quelque chose ce soir. Messieurs, le temps file vraiment, mais j'aimerais ça qu'on puisse quand même faire un tour de table, puis que vous me livriez chacun, là, un après l'autre, là, vos impressions générales sur le véhicule, puis essayez de faire l'exercice mental et intellectuel de me donner un point fort de ce véhicule-là, puis un point faible de ce véhicule-là. On va commencer avec Alain. Je dirais le point fort pour moi, c'est la tenue de route. Je parle pas de c'est pas un char de course, là, mais je veux dire, sur la grande route, là, c'est un véhicule qui porte bien, c'est un véhicule confortable, puis c'est un véhicule qui, règle générale, a livré ce qui m'avait été promis.
Ouais, c'était Chose à important. améliorer. Oui. Et chose à améliorer, je dirais que c'est un première année modèle. J'ai l'impression que Chevrolet va avoir beaucoup de petits bugs à réparer ou à arranger avec le système d'infodivertissement. J'entends parler de beaucoup de choses, dont moi j'en ai un petit problème que j'ai réussi à trouver une solution, mais c'est toujours à recommencer. J'attends qu'il fasse des over-the-air updates. Est-ce que c'est en espérant qu'il prévu? règle le problème. Tu parles d'over-the-air update. Est-ce que c'est prévu par GM de pouvoir le faire? Oui. Ils vont, c'est supposé, on est supposé en recevoir des updates, mais moi, personnellement, je pense que j'en ai pas reçu encore. OK. On va y aller avec Miguel, tu sais. Moi, un gros point positif, c'est que je m'en sers beaucoup pour le travail. Je fais beaucoup de routes, donc tout ce qui est vraiment, je le répéterai jamais assez, mais confort, autant à l'avant qu'à l'arrière. L'espace aussi dans la valise, pour moi, c'est parfait pour autant le travail que les road trips. Ça, j'ai vraiment rien à redire. Petit point négatif, c'est au niveau de le nouveau système, je vais dire, d'abonnement Google pour tout ce qui est Google Maps et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de problèmes de connexion et beaucoup de difficultés à ce niveau-là, autant avec le GPS qu'avec le reste. Là, je dois réinitialiser tout ça, fait que encore peut-être un rendez-vous là. Mais sinon, c'est plus à la préparation, là, étant donné que c'est un modèle qui est nouveau. J'ai malheureusement pas pu être mieux conseillé que ça au concessionnaire. J'aurais peut-être aimé plus préparer parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de... Il a fallu que tu fasses l'apprentissage solo pas mal. Parce que la préparation de la batterie, on en a parlé tantôt. Moi, c'était quelque chose que je savais pas. Donc, mes premiers chargements, je roulais autour de 40 à 60 kWh. Puis là, tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre avec un Blazer qui m'a dit « Faut que tu prépares ta batterie comme ça. » Puis après ça, tu vas l'avoir ton 90-100. Donc, mais c'est pas la faute. C'est l'expérience. Ouais, c'est pas le véhicule, c'est l'expérience, mettons, en concession. Où en concession, mais c'est pas leur faute non plus. Ça reste un nouveau modèle, tout ça. Mais moi, c'est vraiment là que ça m'a comme un peu plus bugué parce que le véhicule en tant que tel, je pense qu'il peut être mieux utilisé si on sait comment s'en servir. C'est bien certain. Jean-François? Je vais y aller avec la famille pour les points forts, c'est-à-dire que le confort de ce véhicule-là, je le disais tantôt, là, c'est un divan sur 4 roues, l'espace à l'intérieur. Alain l'a mentionné plus tôt aussi, le look un peu carré de la voiture là, qui s'en vient dans le nouveau modèle un peu plus futuriste qui ont leur place également. Ben, moi, je suis un amateur de véhicules un petit peu plus carrés avec des styles traditionnels. Alors pour moi, c'est des forces. Ouais. Celles que j'ajouterais cependant, mais c'est le prix, c'est-à-dire que le Blazer EV revient moins cher que le Blazer thermique, un dans l'autre. Alors ça, c'est un point fort selon moi. Au niveau des choses à améliorer, après 3000 km, je me suis toujours pas habitué. J'ai toujours pas fait mon deuil d'Apple CarPlay, honnêtement. J'imagine que ça va arriver. Un jour, à tout le moins, je le souhaite de m'habituer. Autre chose également, c'est que supposons qu'on veut changer les postes, qu'on veut descendre dans la liste des postes, il faut peser sur le bouton du haut. Et c'est l'inverse. Si on veut monter dans la liste, il faut peser sur le bouton du bas. C'est un irritant majeur. Peut-être que sur la planche à dessin, c'était intéressant pour les ingénieurs, mais dans mon véhicule, quand je conduis le matin, mettons au travail, c'est un élément qui me dérange. Puis le point que j'ajouterais, c'est peut-être juste moi aussi, peut-être c'est moi qui me conduite un petit peu cowboy, mais j'ai l'impression que l'avertisseur de collision est un petit peu sensible des fois. Il me semble qu'il j'ai de la place en masse, il n'y a pas réellement de danger, puis il m'avise. Mieux vaut ça que l'inverse, me direz-vous, mais quand même... c'est un élément important. Moi, il y a quelque chose, on a parlé tantôt de bugs avec l'infodivertissement, puis est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous autres aussi? Est-ce que c'est propre? Tu sais, parce que j'essaie de faire la distinction entre cette voiture-là, ton modèle à toi, là, celui que tu as, le tien, a un problème, mais les autres l'ont pas. Peut-être que c'est ce qui arrive avec le heads-up display, d'ailleurs, quand on parlait tantôt d'Alain, peut-être que lui, il a un problème, le sien, mais les autres en ont pas. Mais est-ce que vous avez tous ça, ce problème-là d'infodivertissement ou de problématique avec ça? Ou le problème de Google qui déconnecte, puis il faut que tu te déconnectes, puis tu te reconnectes parce que ça marche pas bien? Il y a certaines tu vois, celle-là, je l'ai pas. Il y a certains glitches à certains moments, là, j'ai l'impression, c'est-à-dire que si je passe de Google à Alexa, par exemple, ça se pourrait que je sois obligé de faire un reset à un moment ou à un autre, où il reconnaît plus la voix, je suis obligé de partir la voiture, mais j'ai pas encore compris là où est le problème, mais... Il y a un petit problème, visiblement, là. Il va falloir une mise à jour, là, mais on va laisser la chance à GM de s'amender. Mais puis je pense que tu as parlé d'Apple CarPlay, puis on a plusieurs Android auto, là, c'est pas... je suis agnostique, là, mais...
moi, c'est quelque chose qui me fatigue. J'ai de la misère avec cette idée-là d'abandonner ça. Puis je le regarde du point de vue de GM, puis je comprends, là, ils ont leur patente, puis ils vont vendre des abonnements, puis je comprends tout que c'est bien cool là, de contrôler, puis de faire de l'argent avec ça à l'autre bout. Mais moi, je me mets dans la place du consommateur qui, comme moi, a sa vie dans son téléphone. Mes rendez-vous est là, mon agenda est là, mes cartes sont là. Il y a des liens dans Apple CarPlay qui se font entre je démarre mon auto, puis il sait que j'ai un rendez-vous dans 20 minutes en quelque part, il me propose déjà la carte en lien avec mon rendez-vous. Ben moi, c'est de perdre tout ça, puis je veux pas mettre en double dans Google puis dans mon agenda. Tu sais, fait que je me dis que, bon, c'est une décision, mais est-ce que c'est assez pour pas acheter la voiture? Je le sais pas, mais en tout cas, c'est assez pour y réfléchir, là, tu sais, mesurer l'impact de cette décision. Mais là-dessus, Martin, peut-être qu'on est des pionniers dans la nouvelle technologie que GM met en place. Peut-être que dans 4-5 ans, avec les mises à jour, avec l'expérience, on va s'apercevoir qu'avec le recul, c'est une excellente idée. Mais pour l'instant, il y a encore du chemin à faire pour que ce soit pleinement efficace. Oui, tout à fait. Ben messieurs, Jean-François Arsenault, Alain Bernard et Miguel Chrétien, merci beaucoup pour votre présence à Silence on roule aujourd'hui. Un plaisir. Ça me fait super plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Vox Pop. 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 La question que nous avons posée aux visiteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal cette semaine, quelle voiture actuellement attire votre attention? Donc, quelle voiture vous êtes venu voir, que vous êtes venu essayer? On veut savoir un peu plus ce qui attire votre attention. Écoutons leurs réponses. Ben, on est déjà propriétaire d'une Mercedes, alors on voulait comme continuer d'avoir la même sorte de véhicule, mais électrique, là. Mais on va voir, là, selon la performance, selon le prix, selon le véhicule, qu'est-ce qu'il va nous dire comme modèle, là. Je viens d'apprendre une Ioniq 5, là, mais je sais pas, peut-être la Kinox V, là, le Chevrolet, là, dans Blazer, peut-être. Là. Ah, moi, c'est la Cybertruck puis la ID Buzz de Volkswagen. Le EV9. Je viens voir mon Equinox V que j'ai commandé il y a 2 ans et demi, puis je vais vous voir la première fois. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup la Tesla 3. La 3, OK. Présentement, ça reste la Ioniq 5 et le Ioniq 5. Cette année, ben, au départ, il y avait la Tesla Y, puis là, après ça, la e-tron Q4 et le Blazer. Le Q4, ouais, j'aime bien le Q4 qui a respecté les courbes parce qu'on a aussi un Q5 PHEV. OK. Volkswagen ID4 et le EV6 de Kia. Le prix, l'autonomie, puis le potentiel de fiabilité, la potentielle fiabilité. Ce qui attire mon attention, c'est que ça rentre pas complètement. Tu sais, la Ioniq 6, on l'aime, mais on n'est pas certain. Le modèle qu'on aime beaucoup, c'est la BMW, la i4. Puis l'autonomie n'est pas parfaite. Puis après ça, c'est la Lexus. La Volvo, la CX-40. CX-40. Moi, j'ai Volvo CX-30, la Volkswagen ID4, puis peut-être l'Equinox.
La Volvo, c'est pas la EX30, la petite? EX30, Ouais, c'est 30, ça. ok. J'ai juste retenu 30, moi. Ouais. La Ioniq 5, puis peut-être le Kona aussi, pourrait être intéressant. Aujourd'hui, je vais plus y aller pour le Fisker parce que c'est une curiosité pour moi, mais c'est pas nécessairement le modèle que je voudrais acheter. Là. Le Kia EV9. Kia EV9, puis le Volkswagen ID.Buzz peut-être. À date, je pense de Blazer. L'Equinox, j'aurais voulu l'essayer. Là. C'est triste qu'on peut pas l'essayer. Mais je suis déjà en file pour une Equinox théoriquement, mais ça va prendre 2 ans avant qu'on puisse l'avoir. Mais on voulait en essayer d'autres, voir si on peut en avoir d'autres plus rapides. C'est plate pour les subventions, justement. Là. On est pas mal Tesla. La Tesla Y. La chronique Il n'y a pas juste des voitures est une présentation de Moteur Taiga, le pionnier québécois de l'électrification des véhicules hors route. Utilisez le code ONROULE lors de votre réservation d'une motoneige ou motomarine 100% électrique de Taiga et obtenez 250 $ de rabais. Visitez taigamotors.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, je suis en compagnie de Alex, ici de Complexe EV à Saint-Hyacinthe, et puis on va vous parler du camion Vicinity VMC 1200. Mais pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le complexe EV ici à Saint-Hyacinthe? Là? Salut Philippe, yes. Le complexe EV à Saint-Hyacinthe, en fait, c'est le principe de convertir un ancien garage auto ici, mais en complexe 100% électrique. Donc, on a ce qui est vélo, moto, scooter, on a des loisirs électriques. C'est vraiment tout 100% électrique. On fait de la location de véhicules électriques et on a tout récemment ajouté une bannière avec nous qui est VMC. En fait, qui sont des camions, des petits cubes urbains, plateformes ou différentes configurations 100% électriques. C'est bien, puis c'est ça. Là, je suis allé faire un petit essai avec le camion VMC. Ça vient de où, ce camion-là, le camion Vicinity? Là? En fait, le camion, ça vient de Vancouver. Fait que la cabine, en tant que telle, là, c'est importé d'Asie, comme plusieurs autres dans ce monde. Mais tout l'assemblage et l'électronique est fait ici à Vancouver, chez VMC. Et VMC, eux, à la base, font des autobus. Puis ils sont lancés dans le petit camion de livraison urbaine avec leur petit VMC 1200. Parfait. Puis tu peux me parler un peu, c'est quoi les caractéristiques de ce véhicule-là? On parle d'un petit camion avec une autonomie de 240 km, qui est un camion urbain. Donc, quelqu'un qui désire faire Montréal-Québec n'est peut-être pas nécessairement le camion pour lui, mais pour tout ce qui est urbain, là, c'est vraiment un petit camion très intéressant. Il y a différentes capacités de charge selon la configuration de la boîte qu'on met. On peut avoir un dry box, qui est le cube, qui est une dimension de 12 pieds. On peut avoir une plateforme, donc pour du transport. On peut l'avoir seulement cab châssis, puis mettre la boîte qu'on veut dessus. Et on vient tout juste d'arriver avec une benne paysagiste, puis une saleuse également, surtout pour les municipalités et les paysagistes. Au niveau des capacités de charge du véhicule, on parle de quoi exactement? Avec la boîte cube 12 pieds, on va parler d'environ 5500 livres. Pour ce qui est de la benne paysagiste, on va parler d'environ 4800 livres. Et ensuite de ça, au niveau de la plateforme, on va parler aussi d'un 5500 à 6000 livres. Donc, tout dépendamment là, du poids de l'équipement qu'on va mettre sur le camion, ça va varier un peu là, la capacité de charge. Puis, au niveau de la taille de batterie qu'il y a sur ce véhicule-là, on parle de quoi? En fait, ce sont 2 blocs batterie qui représentent 103 kW qui sont faits par la compagnie CATL, qu'on connaît toutes bien dans le domaine. Puis, au niveau de la recharge, c'est quoi les options de recharge là, qu'on peut mettre pour charger cette batterie-là? Là? On a 2 options de recharge. Donc, le standard, le niveau 2, on va parler environ d'un 10 heures de charge. Et pour le niveau 3, donc c'est une grosse BRCC, on va parler d'environ 2 heures à 2 heures et demie pour une charge complète. La disponibilité des véhicules, là, quelqu'un qui veut s'en procurer un, est-ce qu'il y a des délais d'attente? Faut-tu passer des grosses commandes? Comment ça fonctionne un peu?
Présentement, il n'y a pas de délai d'attente dans les configurations standards, donc au niveau de la plateforme, du câble châssis et de la boîte cube 12 pieds. Si on veut une benne paysagiste, par contre, faut prévoir environ 4 à 6 semaines pour fabriquer la boîte. On est en train d'en fabriquer justement d'avance comme c'est un produit qui est vraiment en demande. Donc, on va en avoir de la disponibilité très bientôt. Mais sinon, quelqu'un qui veut un camion demain matin, un cube 12 pieds, on peut lui livrer là, en 2-3 jours. Là, on en a en masse pour le moment, mais il est très, très populaire, surtout au niveau des municipalités. Donc, je ne sais pas si cette demande, on va pouvoir vous l'offrir aussi rapide là, dans les prochains mois. Oui, ça. Puis moi, je suis ici là, au complexe, puis dans la cour, on voit que il y a de l'inventaire. Fait que c'est encourageant de voir que c'est ça. C'est pas juste un camion qu'on commande sur papier. Là. On peut venir le voir ici, puis on peut l'essayer, puis on voit que il y en a pas juste un dans la cour. On peut parler de prix vite. Si on parle du VMC 1200, le câble châssis à la base, le prix du camion est de 159 999 $. Ensuite de ça, on rajoute le coût de la boîte. Fait que si on veut soit une plateforme, une benne paysagiste, un cube, on ajoute le prix de la boîte. Et une fois ce montant-là, plus les taxes, on enlève la subvention qui est de 85 000 $. Donc, on parle de 45 000 au fédéral et 40 000 au provincial, ce qui est très, très, très alléchant. Puis on le sait, les subventions, présentement, ils sont là. Pour combien de temps, ça, c'est toujours un mystère. Est-ce qu'ils vont renouveler, pas renouveler? Fait que c'est là qu'il faut en profiter. C'est bien. Puis, vous êtes capable d'aider les gens pour, c'est ça un peu là, la paperasse pour préparer ces véhicules-là? Oui, effectivement. On est affiliés, nous, avec Lucier Chevrolet, qui est un concessionnaire GM, en fait, qui sont les propriétaires ici du complexe EV. Donc, c'est quelque chose qu'on est habitué de faire avec les subventions. On le fait déjà à tous les jours avec des Blazers, des Chevrolet Bolt, ces choses-là. Donc, on est en mesure d'accompagner les gens dans le processus. Puis, au niveau des garanties du véhicule, on parle de quoi? C'est sûr qu'il y a plusieurs paliers au niveau des garanties. Il y a le frame, le moteur, le câble. Mais ça, on y va dans ce que je pense que les gens sont le plus inquiets. Puis on parle des batteries, chargeurs, inverters, ces choses-là. On va parler de 5 ans, 100 000 km, qui est une garantie quand même très bonne. Et il y a possibilité d'ajouter des garanties prolongées qui sont très, très, très intéressantes. On parle de 7 ans, kilométrage illimité. Ben parfait, ben merci bien. Puis moi, j'ai bien aimé essayer ce petit véhicule-là, véhicule qui est utilitaire, qui est vraiment fait pour les entreprises qui cherchent un camion électrique pour leurs besoins quotidiens, surtout en zone urbaine. Ben merci, Alex. Merci, Philippe. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le vécu et l'expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Saint-Sauveur. C'est le 26 mai de 8h30 à 12h. C'est à la place de la mairie ou place de la mairie à Saint-Sauveur. Ensuite, un kiosque virtuel où nos experts électromobilistes vont répondre à vos questions. C'est le 27 mai 2024 de 19h à 20h. Il faut s'inscrire en ligne sur le site de l'AVEC dans la section événements, évidemment. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Boucherville. C'est le 1er juin de 9h30 à 15h30 au centre multifonctionnel Francine Gadebois sur la rue Lionel-Daunet. L'AVEC se recharge au salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade le 2 juin de 10h à 16h au 201 rue Sainte-Anne. L'AVEC se recharge ensuite à la Journée Vert Nature le
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est le 8 juin de 10h à 14h au 88 chemin Masson. Et l'AVEC se recharge au Parc technologique de Québec. C'est le 14 juin de 10h à 18h au 2800 rue Louis Lumière. Et finalement, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est le samedi 15 juin de 11h30 à 16h. Le tout sera à la salle Félix Leclerc au 1001 rang Saint-Malo à Sainte-Marthe, Trois-Rivières. Donc, les places sont limitées, donc il faut s'inscrire sur le site de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités, c'est-à-dire Jean-François Arsenault, Miguel Chrétien, ainsi que Alain Bernard, Laurent Gigon et Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. À nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.